Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la fin de la saison régulière, l'occasion parfaite de parler des Français en NBA. J'avais déjà fait une vidéo après environ 2 mois de compétition et là je me dis qu'à la fin de la régulière, c'est l'occasion. Et dans cette vidéo, je vais résumer environ une bonne minute par joueur, tout ce qu'ont pu faire les Français cette saison. Et on va commencer par ordre alphabétique, du coup on va commencer par Nicolas Batum et on va finir par Gershon Yabusele. Donc allez, let's go. Premier joueur et on commence avec le plus expérimenté de tous et c'est Nico Batum. 17ème saison pour lui et toujours autant utile dans un roster en NBA, avec bien sûr un rôle de glue guy dans l'équipe. Alors oui, ses stats ne sont pas aussi impressionnantes qu'avant, mais c'est clairement pas ce qu'on lui demande. Cette année, c'est 4 points, 3 rebonds, 1 passe D, avec quand même un beau pourcentage au tir extérieur, 43% de loin. Et il joue 18 minutes par soir, présent sur 78 matchs cette saison. Et dans le rôle, on connaît maintenant, ça fait des années qu'il le fait. Énormément de polyvalence, capable de défendre le plomb sur tous les postes, du rebond important. Et offensivement, tu sais que s'il est ouvert à 3 points, il y a énormément de chances que ça finisse dedans. Prochain stop pour lui, les playoffs avec les Clippers. Et ouais, j'espère que Tyronn Lue le fera jouer et qu'il aura un rôle encore dans la rotation de Los Angeles, parce qu'il peut clairement encore apporter sur quelques minutes où il va pouvoir défendre fort ou juste envoyer du shoot extérieur. Je pense qu'il en reste encore. On se rappelle du play-in l'année dernière avec les Sixers où il avait été hyper bon, il avait sorti un match à 20 points ultra clutch. Et pour la suite de sa carrière, il va tranquillement se tourner vers la fin, à 36 ans c'est normal, après une très longue et une très belle carrière. Et l'an prochain, il a une player option, donc potentiellement une année de plus en NBA. Deuxième joueur, on passe à Sidi Sissoko. Et sa saison a été assez compliquée, il a vraiment eu du mal à trouver une vraie place en NBA. Cette année, il est plus passé par la G-League que par la Grande Ligue. C'est seulement 20 matchs avec des très petits temps de jeu et une faible production. Et il s'est retrouvé dans le gros transfert pour faire venir De'Aaron Fox à San Antonio. Ensuite, il a bougé à Washington dans le trade de Valanciunas. Mais malheureusement, il s'est fait couper par les Wizards. Et finalement, il a pu rebondir du côté de Portland avec un contrat two-way. Ce qui reste quand même encourageant, c'est que malgré qu'il ait été coupé, il a quand même pu signer un two-way avec Portland. Ça, c'est encourageant. Ça montre qu'il a encore des opportunités dans la ligue. Et on verra ce que la suite de sa carrière va donner. On verra s'il pourra rester en NBA l'année prochaine ou s'il va devoir partir du côté de l'Europe par exemple. Prochain joueur, on passe à Bilal Coulibaly. Et saison sophomore écourtée pour Bilal cette année. Il a terminé en mars avec une blessure aux ischio-jambiers. Et au final, c'est 12 points, 5 rebonds, 3 passes, 1,3 steals, 0,7 blocs en 59 matchs. Et il est passé titulaire indiscutable aux Wizards et c'est devenu un élément ultra important dans la reconstruction à Washington. Et cette année, il a eu plus de responsabilités en attaque, il a beaucoup plus impacté offensivement que pour son année rookie. C'était un aspect à travailler et c'est ce qu'il a fait. Par contre, là où ça me gêne un peu, c'est quand même son manque de fiabilité au shoot. Cette année, les pourcentages sont pas très bons, c'est 42% au tir, mais seulement 28% à 3 points. Et cette off-season, c'est clairement un point qui devra travailler. Par contre, il a vraiment confirmé au niveau de son gros niveau en défense. Ça, on l'avait déjà vu en première année. Ça se voit pas sur les stats, mais c'est vraiment un super défenseur. Et on se rappelle, première grosse partie de saison. Ça s'est un petit peu calmé par la suite, mais globalement, ça reste un bon bilan pour lui, avec une belle progression par rapport à son année rookie. Et la prochaine étape pour lui et les Wizards, ce sera la loterie, ensuite la draft. Et on verra avec quels jeunes joueurs ils pourront continuer de rebuild l'équipe. Et sa off-season sera aussi sûrement chargée, avec potentiellement pour lui un premier Eurobasket avec l'équipe de France. On passe maintenant au rookie des Knicks et c'est pas moi, c'est pas comme Dadier. Et saison vraiment compliquée pour lui du côté de Big Apple. C'est le rookie du premier tour qui a joué le moins de minutes cette saison en NBA. Et pour lui, ça a principalement été de la G-League. En tout, il n'a joué que 17 matchs cette saison, avec seulement 6 minutes de moyenne de jeu. Mais je pense pas qu'on puisse dire que ce soit vraiment un problème de niveau. Alors on connaît le coach, on le connaît maintenant Tom Thibodeau. Lui, les rookies, c'est toujours compliqué. Il y a des rotations très courtes à New York. Les starters jouent beaucoup. Et donc forcément, il y a très peu de place pour les rotations. Et je pense qu'il faudra voir les playoffs des Knicks. Est-ce que Tom Thibodeau sera toujours là l'année prochaine? Et je pense que le siège de Thibodeau est assez chaud en ce moment. Les Knicks sont all-in pour gagner dès maintenant. Et s'ils font pas quelque chose de grand playoff cette saison, je pense vraiment que sa place pourrait être menacée. Et pour pas comme Dadier, si Tom Thibodeau est toujours là, je pense qu'il faudra attendre la saison prochaine, voire celle d'encore après pour être potentiellement intégré à la rotation. Faut surtout pas qu'il lâche, parce que si on prend l'exemple par exemple d'un Miles McBride,
qui maintenant fait partie pleinement de la rotation. C'est vrai que pour ses 2-3 premières saisons avec les Knicks, il jouait quasiment pas. Donc ouais, tout ce qu'on peut souhaiter à Pacom, voilà, c'est de continuer de travailler, de charbonner. Et on sait qu'à New York sous Thibodeau, ben voilà, ça prend du temps. Prochain joueur et très belle surprise de la saison avec Moussa Diabaté. 5,6 points, 6 rebonds, 60% au tir en 18 minutes de jeu pour lui. Et vraiment une bonne saison pour sa 3e saison en NBA. Son statut a vraiment changé depuis son changement d'équipe. Au début de sa carrière, il jouait avec les Clippers et c'était clairement pas ça. Il n'avait pas la confiance de l'équipe. Et en 2 saisons à Los Angeles, il a joué que 33 matchs avec vraiment peu de temps de jeu. Et au final, en 2024, les Clippers ont décidé de ne pas le prolonger. Du coup, les Hornets ont saisi l'opportunité en le signant au début en tout et avec eux. Et ça a été vraiment une très bonne décision parce qu'au fil de l'année, il s'est vraiment imposé dans la raquette. Un joueur vraiment bon en défense qui joue avec beaucoup d'énergie, très présent dans les rebonds. Ça a été un des meilleurs défenseurs de l'équipe. Et en février 2025, il a été vraiment récompensé pour son travail avec les Hornets, puisqu'il a signé un contrat standard NBA jusqu'en 2027. Donc ça, c'est super cool pour lui. Ce qui est un petit peu plus dommage, c'est le trade avorté là, de Mark Williams avec les Lakers. Parce que là, du coup, le poste 5 est un petit peu bouché à l'heure actuelle. Il y a Nurkic. Bon, Nurkic, qui veut Nurkic? Quelqu'un? Non? Les Suns peut-être? Un petit Nurkic. Mais sur le poste 5, ouais, du coup, Nurkic, Mark Williams. C'est vrai que s'il y en avait un des deux en moins, ça donnerait plus de temps de jeu à Moussa Diabaté. Mais au final, ça a été vraiment une belle saison pour lui et vraiment une très belle surprise de la saison. On passe maintenant à Ousmane Dieng pour OKC. 37 matchs pour lui avec la meilleure équipe de la ligue. 4 points, 2 rebonds, 1 passe, 43% au tir, 32% à 3 points pour sa 3e saison dans la ligue. Et il a surtout joué quand il y avait des blessés, notamment en début de saison. Il jouait sur un poste qui n'était pas forcément le sien, un espèce de poste 5 small ball. Voilà, parce que quand il y avait beaucoup d'absents sur le front de court d'OKC, quand il n'y avait pas Chet, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams. Mais ouais, sa place à OKC reste clairement incertaine. Il n'a pas une vraie position dans la rotation. Et j'avoue être un petit peu inquiet pour son futur. Il a encore du talent et du potentiel à offrir. Mais s'imposer dans la meilleure équipe de la ligue, c'est vraiment compliqué. Et avec la valise de pique à OKC sur les prochaines années, j'ai un petit peu de mal à le voir toujours au Thunder dans les prochaines saisons. Et pour moi, je pense que le mieux pour lui, ce serait limite de trouver un autre endroit où aller. Et ça me dérangerait presque voilà, qu'OKC le conserve encore, parce que si OKC le conserve, j'ai pas envie d'avoir encore une saison d'Ousmane Dieng en G-League, parce que pour moi, pour la G-League, il est même un petit peu trop fort. On l'a vu l'année dernière, il a été MVP en G-League. Donc pour moi, le mieux pour Ousmane Dieng, ce serait limite voilà, d'aller dans une équipe un peu plus faible en NBA, mais qui puisse jouer un petit peu plus. Prochain joueur, 12 saisons dans la ligue, 3 à Minnesota. On parle bien sûr de monsieur Rudy Gobert. Et gros changement pour lui et les Bulls en début de saison avec l'ajout de Julius Randle et de Donte DiVincenzo, mais surtout le départ de Karl Anthony Towns. Et on a eu un Rudy qui a fait du Rudy, on connaît maintenant, gros boulot défensif. Voilà, de la dissuasion près du panier, capable de bloquer, gros protecteur d'arceau, 4 depoy. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de sa défense? Mais voilà, après, c'est surtout offensivement où il y a quelques limites. Pour lui, c'est principalement de la finition près du panier, sur des alley-oops par exemple. Après, pour créer son tir, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que sur certains matchs, ça a été assez moyen cette année quelquefois. Il y a eu quelques petits signes de déclin peut-être à 32 ans. Mais au global, ça reste quand même un bon pivot de la ligue. Et il est au-dessus d'un double-double de moyenne avec presque 12 points, 11 rebonds. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. Surtout qu'il finit très très bien sa saison. Sur les 10 derniers matchs, c'est presque 19 points de moyenne et plus de 14 rebonds. Donc au final, il chauffe sur la fin de régulière pour le début des playoffs. Et au final, c'est au meilleur moment. À ce moment-là de sa carrière, son objectif personnel et collectif, c'est d'aller loin en playoffs. Surtout qu'il aura un défi vraiment de taille. Il va retrouver Doncic, du coup pas avec les Mavs, mais avec les Lakers en playoff. Et je pense qu'en plus, il aura vraiment un très gros rôle à jouer dans la série Minnesota-Lakers. Parce que quand on voit les joueurs qu'il y a dans la raquette de LA, forcément Rudy peut vraiment faire du dégât. Prochain joueur, et on va parler de Killian Hayes. Rapide retour dans la Grande Ligue pour lui, un 10 days contract après de longs passages en G-League. Et ce rapide passage en NBA a été vraiment plutôt bon. Il a joué 6 matchs et il a tourné à 9 points, 3 rebonds, 5 passes, 42% au tir,
38% à 3 points. C'est des bonnes stats, mais l'ensemble ne semblait pas satisfaire aux Nets. Et au final, il n'a pas pu être prolongé par la franchise de New York, pas pu être signé dans le roster principal. Et malheureusement pour lui, sur la fin de saison de G-League, il s'est blessé à la cheville à la fin mars. Donc fin de saison régulière pour lui. Et on verra ce que va donner la suite de sa carrière. Ça se voit que sa volonté, c'est de rester aux US en NBA. Mais après voilà, c'est toujours la même histoire. Pour les joueurs qui ont du mal à s'imposer en NBA, il y a toujours l'interrogation pour savoir s'ils ne devraient pas revenir en Europe, essayer de devenir un joueur majeur et régulier, plutôt que de stagner en G-League. Mais ça, après, c'est toujours le même discours. Prochain joueur, on va parler de Zaccharie Zaché. Et vraiment une belle saison pour le first pick de la dernière draft NBA. Et ouais, personnellement, je suis vraiment content pour lui. C'est vrai qu'au début de la saison, c'est un joueur qui était vraiment critiqué. Alors oui, je suis d'accord, pour un premier choix de draft, ça va pas être un franchise player qui va porter une franchise sur des années vraiment tout seul. Mais déjà sur cette draft, il n'y avait pas de joueur avec ce profil-là. Et ça n'empêche pas que son profil est ultra intéressant. Et cette année, il est vraiment monté en puissance au fil des matchs. Pour ses 30 premiers matchs, il tournait à 10 points, 3 rebonds, 1 passe. Et les pourcentages étaient vraiment mauvais, 40% au tir, 27% à 3 points. Mais par contre, si on prend sa fin de saison, donc ses 30 derniers matchs, c'est presque 15 points de moyenne, 4 rebonds. Et surtout, au niveau du pourcentage, ça s'est vraiment amélioré. 50% au tir, 40% à 3 points. Ça a été beaucoup mieux sur la deuxième partie de saison, donc à partir de 2025. Et on a vu des choses ultra intéressantes. On a un ailier qui est grand, vraiment bon défenseur dans l'aile. Il peut contribuer au rebond. En attaque, c'est vraiment propre. Déjà, c'est un vrai shooter. Il a un vrai shoot. Il peut attaquer le cercle. Il peut jouer off-ball. Clairement, là, c'est quoi ce match face aux Bucks? Il nous a sorti, je crois, 38 points. Et la plupart de ses points, c'était en catch and shoot. C'était du off-ball en mode vraiment Klay Thompson prime. Très peu de dribble. Toujours dans la justesse. Vraiment, du catch and shoot, c'est hyper propre. Et au final, pour lui, beaucoup de gros matchs avec pas mal de points. 33 face aux Knicks. 38 face aux Nets, 36 face aux Bucks, 30 face à Cleveland. Et quand on regarde les autres joueurs de la draft, alors sur cette saison ou même dans le futur, je pense qu'on est clairement sur un des meilleurs joueurs de cette draft. Vraiment une belle saison pour lui et je pense que c'est la première de beaucoup d'autres vu son profil. Maintenant pour lui, prochaine étape, le play-in. Et si ça se passe bien, pourquoi pas essayer de jouer les playoffs pour sa première année. Prochain joueur, on passe à Ryan Rupert. Et ça a été dur pour sa saison sophomore. 51 matchs joués, c'est plus que l'an passé, mais il y a vraiment très peu de minutes sur sa saison et sa production reste vraiment modeste. Il tourne à environ 3 points de moyenne, un rebond avec des pourcentages assez bas, 40% au tir, 26 à 3 points. Après, il reste toujours intéressant dans son profil défensif. C'est un grand guard avec des instincts solides en défense, ça c'est toujours apprécié en NBA. Et même s'il est dans une équipe en reconstruction, ça lui garantit pas un gros temps de jeu, aussi parce qu'il y a des guards talentueux, Anfernee Simons, Shedon Sharpe, Scoot. Et il est aussi beaucoup passé par la G-League cette saison, comme beaucoup de joueurs qui peinent dans la grande ligue. Et il est dans une situation complexe où tu vois qu'il est peut-être un peu trop fort pour la G-League, mais peut-être pas assez pour la NBA. Après, il va avoir que 21 ans, donc il est toujours jeune et il y a encore du potentiel. Mais voilà, faudra pas traîner parce que les places sont très chères en NBA. On passe au prochain joueur et on va parler du 6e choix de la dernière draft avec Tidjane Salin. Et c'était un apprentissage vraiment compliqué pour lui. 59 matchs en NBA, 9 fois starter et quelques passages en G-League. Une production assez limitée. Cette année, c'est 6 points, presque 5 rebonds pour une vingtaine de minutes de jeu avec des pourcentages pas très élevés, 33% au tir et 28% à 3 points. Mais avec un joueur dans son profil, on est obligé d'être patient. Et le contexte de rebuild des Hornets, ça reste un atout pour lui. Ça lui permet de faire des erreurs, d'apprendre. Il n'y a pas de pression de résultat immédiat. Et je pense qu'il a un vrai profil taillé NBA. S'il se développe, il a encore beaucoup à apporter. Il a un vrai physique, un peu plus de 2,05 m. Il a des longs bras, il est athlétique. Il semble avoir une vraie éthique de travail. C'est un joueur polyvalent, tu as des qualités en défense. Donc tu as potentiellement un two-way player en devenir. Et je pense qu'il a clairement de quoi travailler pour faire sa place. Ça reste un talent brut qui a encore du potentiel. Faut pas oublier que c'est le 2e plus jeune joueur de la ligue. Laissons-lui le temps de progresser à son rythme. Je pense qu'il a vraiment des qualités pour jouer en NBA. Et après seulement une saison en NBA et à peine 20 ans, on ne peut pas vraiment être inquiet pour lui. On passe au 2e choix de la dernière draft et c'est Alex Sarr.
Saison très encourageante pour le rookie, il est vraiment monté en puissance au fil des matchs. Comme Zachary Zaché, il a beaucoup mieux fini sa saison qu'il ne l'a commencé. Et pourtant, ça avait pas bien commencé. Si on se rappelle de sa pré-saison, elle était vraiment mauvaise. Mais au fil du temps, il n'a pas cessé de s'améliorer. Si on prend ses stats sur l'année 2024, il tournait à 11 points, 6 rebonds, 2 passes. Mais par contre, si on prend ses stats sur l'année 2025, il tournait à 14 points, presque 7 rebonds et presque 3 passes. Et il y a vraiment des choses très intéressantes dans son jeu. Déjà, là où on avait des certitudes avant que la saison commence, il a pu les confirmer, notamment sur ses capacités défensives. Donc tout n'est pas parfait, mais pour un joueur d'à peine 20 ans, ça reste ultra prometteur. Au niveau de la mobilité pour sa taille, il fait quand même 2,16 m, mais il peut vraiment bouger vite, switcher rapidement. Il a aussi potentiellement un futur bon protecteur de cercle. Je pense que cet aspect s'améliorera en rajoutant de la masse musculaire. Et même en attaque, il m'a vraiment agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'il apporterait autant dès sa première saison en NBA. Cette année, il a pris vraiment pas mal de shoots, presque 13 par soir. Il est à Washington, donc il peut vraiment se le permettre, ça c'est bien. Et aussi un truc que je kiffe dans son profil, c'est ce potentiel à 3 points. Quand tu as un joueur aussi grand qui peut shooter de loin, c'est des profils ultra demandés en NBA et utiles en NBA. Pour une saison rookie, c'est 31% pour 5 tentatives par soir. C'est pas énorme, mais je trouve que c'est un bon début pour un joueur de cette taille. Et aussi par séquence, on l'a vu avec un début de potentiel à la passe. Alors on ne peut pas dire que c'est encore un point fort, mais il montre vraiment des signes ultra encourageants. Et cette année, il a montré que c'était un membre ultra important du futur des Wizards. Et c'était clairement un des meilleurs rookies de la draft, avec une deuxième place vraiment méritée. Prochain joueur, et on va passer avec un joueur qui malheureusement n'est plus en NBA, et c'est Armel Traoré. 9 matchs dans la Grande Ligue pour lui, et 8 en G-League du côté des Lakers, mais malheureusement il a été coupé début février, et il n'a pas pu rejoindre une autre équipe en NBA, et il est parti du côté de l'Espagne, à Manresa, donc près de Barcelone. Et ouais, rapide passage en NBA, mais juste déjà d'être allé en NBA, et surtout, t'as côtoyé LeBron, AD, t'as joué aux Lakers, qui est une des franchises les plus historiques de la ligue. C'est déjà un super parcours. Et maintenant, on va voir ce qu'il va donner du côté de l'Europe, voir s'il peut dominer, et pourquoi pas un jour le revoir en NBA, le voir retrouver son frère Nolan, qui lui va bientôt arriver. Prochain joueur, on va parler de Monsieur Victor Wembanyama. 46 matchs pour Wemby cette année et coup d'arrêt brutal pour sa saison avec une thrombose veineuse au niveau de l'épaule. Et j'avoue que j'étais clairement pas prêt à voir ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu choqué quand même. Parce qu'en fait, le début de carrière de Victor, c'était un petit peu idyllique. Tout se passait ultra bien. On avait un peu l'impression que rien ne pouvait lui arriver. Mais voilà, après c'est comme ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler et qui peuvent arriver dans la vie d'un sportif. Et maintenant, à part espérer qu'il aille mieux, c'est tout ce qu'on peut faire. Et je suis sûr qu'il va tout faire pour revenir au plus vite. Mais sinon, pour revenir à sa saison, il était en pleine progression par rapport à l'an passé. Il a amélioré quasiment toutes ses stats, il était encore meilleur que l'an passé. Et cette saison, c'est 24 points, 11 rebonds, presque 4 passes, presque 4 blocs, quasiment un steal, 48% au tir, 35% à 3 points. C'est déjà énorme, il fait partie déjà des meilleurs joueurs de la ligue. Il a quand même chopé son étoile d'All-Star, ça c'est super cool, mais c'est dommage parce qu'il aurait pu aussi être Deepoy. S'il avait été en forme, ça aurait été pour lui quasiment à 100%. Mais moi, ce que je trouve dommage, c'est ce coup d'arrêt, parce que même pour les Spurs, c'est un vrai coup dur. Ce qui me dérange, c'est plus le développement de l'équipe et le développement de la connexion Wemby, D'Aaron Fox. On devra l'attendre pour la saison prochaine. C'est dommage, ils auraient pu déjà travailler ensemble. Bon, après, Fox s'est aussi fait opérer, je crois, du doigt, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, on espère voir les deux l'année prochaine en pleine santé. Et aussi, bien sûr, Greg Popovich, c'est une légende de la ligue, on va espérer qu'il aille mieux. Mais en tout cas, pour les Spurs, prochaine étape, la loterie et la draft. Et on verra quel jeune joueur va intégrer le projet. C'est vrai que ça aussi, ce sera super intéressant. Pour la draft 2025, il y a vraiment des gros cracks qui vont arriver. Donc potentiellement un de plus à San Antonio. Et pour Wemby, il y a toujours le point d'interrogation pour l'Eurobasket. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas trop. Je pense que les Spurs les Spurs et Wemby vont plus se concentrer sur le protocole de se remettre bien, de se remettre en forme. On parle pas d'un truc anodin. Donc voilà, je préfère qu'ils prennent le temps et qu'ils reviennent encore mieux pour la suite. On passe au dernier français et c'est monsieur Guerschon Yabusele. Vraiment un super retour en NBA pour lui.
après des belles saisons en Europe et des super JO. Mais malheureusement, contexte d'équipe très compliqué, c'est vrai qu'avant que la saison commence, moi j'étais ultra hypé. Je voyais les Sixers dans une super position, je les voyais comme une des meilleures équipes de l'Est. Mais au final, on a bien vu ce que ça a donné, il y a eu des gros problèmes, alors principalement avec Embiid et Paul George. Et au final, ça a été une des équipes les plus décevantes de la ligue. Et Gershon s'est retrouvé dans ce contexte très compliqué. Mais par contre, j'ai vraiment adoré sa saison. C'est 70 matchs à 11 points, 5 rebonds, 2 passes, 50% au tir, 40% à 3 points et 27 minutes par soir. Donc déjà des super stats et des super perfs tous les soirs. Mais ce que j'ai adoré, c'est vraiment son hustle. On a un joueur qui a dû quitter la NBA après un passage raté à Boston. Et après ça, il a vraiment tout fait pour revenir. Et maintenant qu'il a sa place, du premier match au dernier, là même quand ça tankait fort, à Philly, il a vraiment rien lâché et ça j'ai kiffé. Vraiment ça se voit qu'il est reconnaissant d'être en NBA, ça se voit qu'il a galéré pour être là et maintenant qu'il est là, il donne tout et ça c'est ultra appréciable. Et pour moi cette année sans exagérer, c'était vraiment un des meilleurs role-players de la ligue. Si tu prends la différence entre son contrat et ce qu'il a apporté, vraiment la value est énorme. Et l'année prochaine j'espère qu'il sera en NBA, mais pour moi il n'y a quasiment aucun doute après la saison qu'il vient de faire. Il y aura forcément des franchises intéressées. Et pour moi, je suis presque sûr qu'il aura un meilleur contrat. Vraiment, saison énorme. Et il a prouvé à tout le monde qu'il avait clairement sa place. Il y a des gens qui m'énervaient un peu au début de la saison. Des gens qui disaient, ouais, il est là que grâce à ses JO. Non, clairement pas. C'est un joueur qui a bossé dans l'ombre pendant des années dans des équipes. Il a dû revenir en Europe. Voilà, il a remonté les échelons pour arriver en NBA. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, j'ai terminé la vidéo. On a fini de parler des Français en NBA. Mais c'était hyper cool à suivre. On avait des Français quasiment tous les soirs. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. Ciao! I'm trying to be great. You hear me? Great.